monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien, ma tête le bien. Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qu'il va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle dans cette deuxième partie d'émission du coup sur les films à l'affiche, les autres films, puisqu'on a parlé de Babylone dans la première partie, on a fait un long passage pour vous dire à quel point c'était incroyable. Dans cette deuxième partie d'émission, on vous parlera de Tar, des Rascals et de L'Envol. Voilà, trois films assez différents, même très différents, dont on va vous parler dans cette partie d'émission. Comment ça va Gaston pour cette deuxième partie du coup ? Eh bah tout va toujours bien, alors après on va parler de films, moi j'ai pas vu Les Rascals mais on va parler de deux films pour moi dans mon cas, sur lesquels j'ai des avis très différents. On va pas être, je pense qu'on va pas être d'accord, hein. Sur les films, sur les films de cette partie d'émission on va pas être d'accord. Hein. Ce sera moins unanime que pour le premier film. Voilà, on va partager nos avis toujours dans la joie et la bonne humeur et le respect, le respect c'est important. Et le respect, toujours le respect. Bleu, comment ça va ce soir ? Bah ça va, super, toujours. Voilà, toi bien t'as accompagné. vu un film, c'est ça ? Moi j'ai vu juste Les Rascals, ouais. Ok, bah voilà, tu nous parleras des Rascals, et puis Nathan sera là pour parler du reste, parce qu'il a pas vu Les Rascals, mais il a vu L'Envol et Tar. J'ai vu Tar et L'Envol, exactement. Ok, bah nickel. Comment ça va d'ailleurs Nathan ? Bah oui, ça va, on vient de parler de Babylone, je suis content. Et toi, comment tu vas ? Mais moi ça va toujours très bien. Moi j'ai un des films qui sera dans mon top de l'année évidemment, qui est Babylone, et là dans les deuxième partie je vais pas être d'accord avec vous, donc on va se taper dessus, mais ça va bien, j'aime bien taper, voilà. Mathéo, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va super, hein. Je suis dans la même situation que Bleu, j'ai vu que Les Rascals, mais ça va déjà être suffisant pour bien discuter, je crois. Ouais. Non, bah, il y aura matière à discuter un peu. On va enchaîner de suite avec, on va commencer de suite avec le premier film, qui va être Tar, de Todd Field, et qui sort mercredi au moment où on enregistre l'émission, donc elle n'est pas encore sortie quand on enregistre. Et puis voilà, on vous parle de j'y arrive pas, hein. On parle de Tar. Lydia Tarr is many things. As a conductor, Tarr began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she had last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tarr as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all 4 major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you. Et on va partir sur le synopsis de Tar, donc avec Cate Blanchett. Donc c'est un film qui nous raconte l'histoire d'une chef d'orchestre, Lydia Tarr, qui est unanimement reconnue dans sa partie, puisqu'elle est considérée comme l'une des meilleures dans son domaine. Donc elle travaille à l'orchestre de Berlin, et en fait, elle va monter la 5e symphonie de Mahler pendant un mois dans lequel elle va vivre des expériences traumatisantes pour elle et pour son entourage. Elle va faire vivre des expériences traumatisantes à son entourage, et on va un peu suivre en fait cette espèce de descente aux enfers d'une grande dame de la musique classique. Donc voilà, un film sur une grande chef d'orchestre, et bon, avec Cate Blanchett incroyable, mais bon voilà. Nathan, je te laisse commencer sur ce film, sur Tar. Mais je te remercie, merci beaucoup. Non mais vaut mieux, parce qu'après on va pas être d'accord, donc déjà parle du film en bien. Ce que je trouve le plus fabuleux dans Tar, c'est l'écriture de son personnage principal. J'en parlais avec Nicolas, qui malheureusement n'est pas là, qui est membre du podcast vraiment une fois sur deux. Et du coup on en parlait tous les deux en off s'il est pas là, et il me disait mais je trouve que toi je vois qu'il rigole à côté, chut, laisse-moi me concentrer s'il te plaît. Allons-y. Merci. Et du coup on était d'accord pour dire que on a un personnage qui est tellement bien écrit, qui est tellement complexe, qui va tellement explorer justement tous les sens, les tréfonds de l'âme humaine, parce que c'est ça dont il est question aussi. Et puis en plus, beaucoup de recherche, et on sent qu'à la fois, il a écrit son personnage comme un acteur, c'est-à-dire en pensant à toutes ces petites choses. Et puis Cate Blanchett aussi, qui a fait un travail de fou, qui a réappris à jouer du piano, qui a appris à diriger un orchestre, qui est quand même pas quelque chose de facile, sachant que c'est un des métiers musicaux les plus compliqués à apprendre et à faire. Donc franchement, juste pour ça, on peut dire bravo à elle, qui a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Venise. Ce n'est pas rien. D'ailleurs, prétendante aux Oscars, hein.
avec Margot Robbie et puis je crois l'actrice dans The Fabelmans qui est pas encore sortie en France. Ouais. Mais voilà, c'est les 3 prétendantes principales apparemment Ok. aux Oscars. Moi, je crois à la victoire de Cate Blanchett. Bon, voilà. Est-ce que tu veux dire d'autres choses sur le film pour le sauver un peu, Nathan? Enfin, pour le sauver. Non, mais c'est un film Non, qui mais a parce été qu'en fait, élogieux par- j'aimerais plutôt. Je vais peut-être essayer d'élaborer un petit truc, mais j'aimerais bien savoir ce que tu lui reproches parce que j'ai du mal à voir. Je peux. Ouais, on y Tu va. cherches tes On y munitions va, tout à l'heure. Vas-y, nous t'écoutons, Victor. Ok, alors je vais aller complètement à l'encontre du courant général parce que la critique est assez élogieuse sur le film, parce que je suis sorti de l'avant-première avec une salle qui a très majoritairement adoré le film. Pour le coup, je suis vraiment rarement aussi dithyrambique et avec un avis aussi tranché sur les films, mais là pour le coup, ah ouais non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Tar. Mais pourquoi? Je vais juste laisse-moi y venir, Nathan, laisse-moi y venir. Déjà, le tempo et le rythme du film. C'est un film qui est long, mais qui est super long. Ça Gaston, il est pas complètement désaccord avec moi, il me semble. Tout à fait. Voilà, donc... Après, pour le coup, tu dis je vais aller à l'encontre du courant général et tout ça. Moi, j'ai un avis très mitigé sur Tar. Hein. Ah oui, Alors, non, mais je pas parle, détesté. quand je dis l'encontre du courant général, je parle de la critique en général. Ouais, ouais. Le film a des... Il est plutôt bien accueilli. Ouais, c'est vrai. ouais, il a un accueil incroyable. Donc, non, pour le coup, voilà. Alors, déjà, le temps du film, la durée. Ouais, il manque de dynamisme. Ah ouais, non, mais moi, les 2h40 quasiment du long métrage, quand on parle de Babylone qui dure 3h10, qui passe, mais Ouais. comme une lettre à la Moi, poste. j'ai pas et vu là passer les 2h40 et Gaston, Ah il ouais, m'a dit non. 2h40 ressenti 2h10. Ah non, mais moi, à 2h40, ressenti 5h en fait. Hein, vraiment, je Ok. t'assure que c'était Mais je comprends, une je comprends. corvée. C'était une corvée. Et puis en fait, bon, alors, le scénario, genre, je suis pas fan du tout, on peut en parler. Je pense que, effectivement, je reconnais les grandes qualités de jeu de Cate Blanchett. Elle joue très bien. Le personnage est assez bien travaillé, assez profond, assez bien caractérisé. Il n'y a pas de souci. Sur le scénario, Mais je trouve que l'histoire n'a pas de but, que c'est tiré par les cheveux à tout va. On a le personnage part à la fin, sans spoiler, dans je sais plus quel pays d'Asie, je crois que c'est le Vietnam, ou je sais plus. Mais mm. comment ça n'a pas de but? C'est un rise and fall un Non, peu basique. je trouve que c'est pas un rise and fall, parce que je trouve que le personnage ne fait que fall, il n'y a pas de rise en fait. Non, ça t'as raison, c'est un et fall. On étudie. C'est un fall. On étudie un personnage qui est détestable au possible, mais qui est pas vraiment critiqué par son réalisateur. C'est comme je l'ai marqué dans ma premier ressenti du film. En plus, c'est un film qui dépeint une grande bourgeoisie, un truc de très riche, qui flambe avec des Porsche, avec des jets privés, des scènes à vomir. Sérieusement, moi, j'ai détesté tout cet aspect-là du film. Avec, pour moi, le film, les premières impressions, c'est vraiment un film qui donnerait envie de voter à un républicain profond, LFI Mélenchon, quoi. C'est-à-dire que c'est le film qui te dit t'es à droite, t'es purement à droite, mais là ça donne tellement envie de gerber que tu vas voter à gauche, quoi, parce qu'il a à gauche, la vraie gauche, quoi, parce que c'est pas possible en fait. Mais le personnage est détestable, y a pas de souci, mais dans c'est pas quelle mesure il critiqué. est détestable? Parce que moi je le Parce vois que- pas comme détestable, je le vois comme hyper profond. Le personnage de Cate Blanchett, c'est un personnage qui prend de haut tout le monde, qui sait parce Qui elle prend de haut, honnêtement? elle prend de haut tous les étudiants, elle prend de haut tous ses collègues, elle prend de Mais haut tout elle le les monde, prend. et elle estime que voilà, c'est une grande excusez-moi, comment on Chef dit d'orchestre. chef d'orchestre, voilà, donc c'est ce qui est le cas dans le film, c'est effectivement une grande chef d'orchestre, mais qui le sait, il y a pas de souci, elle a bien le melon, tu vois, on le sent tout le long du film, et puis il y a des moments où c'est il y a une scène où sa voisine en fait est une pauvre femme qui est souffrante et qui vit dans la misère un petit peu, et elle doit aller secourir sa voisine, donc elle la soulève, voilà, la femme qui doit Elle avoir vit- 80 ans, je sais pas quel âge Ouais, elle doit elle est avoir, malade. elle est malade. Alors, Cate Blanchett donc aide cette femme-là, rentre dans son appartement. Aussitôt qu'elle est rentrée, elle se déshabille et se savonne de partout parce que tu comprends, elle a touché une pauvre en fait. Tu vois, elle a touché une femme Mais qui pas vit dans une la pauvre. misère. Non, elles sont bourrées de thunes, les voisines. Hein. Sinon, elles auraient pas un appart hyper Je bien suis pas placé au centre convaincu de de ça, Berlin. hein. Si, Je vraiment. pense que c'est plutôt des gens qui ont un appartement de famille depuis longtemps dans le centre-ville, tu vois. Ouais, et que mais c'est voilà, pas forcément des gens très c'est riches. de l'ancienne bourgeoisie, c'est de Je suis l'ancienne pas- aristocratie. Bon, peu importe. En tout cas, c'est ce qu'il dépeint dedans, c'est Non, pas. mais c'est pas la pauvreté, c'est la maladie que je vois. C'est quelqu'un Bon, qui ça peut se sent mal discuter, à hein, toucher ça la peut maladie. discuter. Mais il y a ça, il y a les scènes où elle rentre dans une espèce de comment on peut appeler ça, un bâtiment délabré, qui sert un peu de squat, dans lequel elle va, où elle se sent mal, parce que tu comprends, c'est terrifiant, c'est une atmosphère qui Non, est elle pas se du sent tout, mal parce qu'il y a le chien qui veut l'attaquer. non, mais il n'y a pas que ça, et le chien, c'est une espèce de métaphore aussi, en vrai. Moi, je vois ça une métaphore un peu de tous ces opposants qui essaient de. Enfin, pour moi, c'est voilà, ce truc un peu métaphorique de. Elle se fait attaquer par le chien, il tombe dans l'escalier, mais non, tu comprends, elle raconte à tout le monde qu'elle s'est fait battre. Bon, Bah voilà, oui, si on mais n'a pas vu le justement. film, on va Mais avoir du mal. ouais, mais t'as vu, et là tu peux pas dire
que Todd Field ne critique pas son personnage, au contraire. Elle est montrée comme tellement grotesque malgré tout le talent qu'elle a. Non, mais c'est intéressant, d'accord, pourquoi pas. Le personnage il y a c'est comme je l'ai dit, hein, c'est très bien caractérisé, juste c'est pas critique. Mais moi je trouve que si, c'est critique. Ah non, je trouve pas. Mais dans quelle mesure tu trouves que limite il va justifier ses actions? Parce que mais il justifie pas, justement, ne pose pas de point de vue. Elle est pas détestable. C'est une des plus grandes chefs d'orchestre tout court, même pas chef d'orchestre tout court. Elle est monstrueuse, elle a eu tous les prix que tu peux avoir. Elle fait partie des 15 personnes qui ont eu tous les grands prix qui récompensent des musiciens. Il y en a 15 qui font partie de ce groupe réduit, c'est très très peu. La scène de début montre qu'elle a pas du tout un ego surdimensionné, au contraire, elle paraît très proche des gens. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a galéré tout le long. Pas du tout, attends, mais pas du tout. Mais la scène où elle discute avec le mec... Une des premières scènes du film, c'est une scène dans laquelle elle parle avec un étudiant et elle le rabaisse au possible. Alors, il n'y a pas de souci, cette scène elle est intéressante, hein. Je vais pas critiquer cette scène-là, mais pour le coup, Gaston, tu veux dire un truc? Pourquoi elle le rabaisse aussi? Pour le coup, alors le film a un côté un peu Tintin au Wokistan, hein, bon voilà, ça on va pas non plus se mentir. La scène où elle rabaisse un étudiant, elle est effectivement, ça c'est un propos politique du film, hein, peut-être, je sais pas, peut-être que Todd Field c'est un peu un on peut plus rien diriste, dans le sens où il va avoir cette prise de parole avec cette espèce avec cet étudiant donc racisé qui ne s'identifie pas comme un homme et qui va lui dire je refuse de jouer du Bach parce que Bach c'est un vieil austro-allemand blanc hétérosexuel dont l'œuvre n'a aucune valeur pour moi. Par contre, et effectivement, Cate Blanchett l'humilie en lui disant ah tu aimes bien cette compositrice islandaise parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est belle. Et effectivement, il y a une humiliation, mais c'est une humiliation qui est en réponse au fait que Cate Blanchett, qui nous est présentée effectivement comme un personnage qui n'est pas une vieille coincée, c'est quelqu'un qui assume sa sexualité, c'est quelqu'un qui est profondément moderne. Par contre, elle va refuser cette espèce de prise de position de l'étudiant sur le fait qu'on ne peut pas jouer Bach parce que c'est un vieux blanc hétérosexuel. Là où je trouve le film artificiel, et là on peut critiquer la scène, c'est que pour le coup... Todd Field crée une espèce de personnage parfaitement détestable qui peut servir de punching ball pour les 20 minutes où il apparaît et qui va lui permettre de dérouler complètement son discours anti-woke sans le remettre en question. Là-dessus, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, pour repartir sur le film, parce que bon, là, Victor parlait de cette scène en particulier, je voulais dire mon avis. Pour repartir sur le film est très bon pendant 1h30. Il dure 2h10. Non, 2h40. Il dure 2h40. Oui, il dure 2h40. Le film est peut-être très bon sur sa première heure 40 en fait. Pour moi, c'est un très bon film jusqu'à ce moment-là. En fait, comment tu délimites le film ? Moi, je considère qu'il y a deux parties dans le film. Il y a la partie où Cate Blanchett n'est pas encore folle et la partie où justement elle tombe vraiment et où il y a cette espèce de montage un peu plus... où on comprend moins la fin, où la fin est plus métaphorique et tout ça. Je trouve ça raté, je trouve la fin ratée. La fin du film est ratée. La fin, je trouve que c'est une horreur. La fin du film est ratée, par contre, la première heure 40, avec cette évocation de musiciens classiques très précis, avec cette évocation des conditions d'orchestre et tout ça, c'est un film qui est très intéressant, esthétiquement très intéressant, musicalement très intéressant, culturellement très intéressant et cinématographiquement très intéressant dans ce qu'il raconte sur l'univers de la musique classique. Du coup, déjà, je conçois que cette scène peut choquer. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit et je trouve pas qu'elle l'humilie. Je trouve qu'il est très susceptible parce que moi, ça me paraît normal qu'on me chambre si je sors quelque chose qui serait un peu dans ce goût-là. Parce que ne pas jouer Bach, parce que ne pas vraiment vouloir jouer Bach, parce que ça dépasse nos valeurs morales, parce que c'était un vieux blanc misogyne, je trouve ça assez limite et il est pas capable de se remettre en question et d'accepter la critique. Donc moi, je trouve comme susceptible. Et elle est montrée comme quelqu'un de détestable. Par exemple, elle court toutes les filles qui passent, c'est un truc de fou. Alors qu'il y a sa femme qui est dans le premier rang des répétitions et elle a aucun souci à faire des gros appels de phare à la nouvelle violoncelliste qui est là et qui est un peu jolie. Ouais, non, mais carrément. Et puis c'est un film sur le harcèlement sexuel, en fait. Ouais, c'est un film sur comment tu peux te faire cancel. C'est un film sur le harcèlement sexuel, mais du point de vue de l'harceleuse. Ouais. Ce qui fait, quand on sort, on dit, mais on n'a pas vraiment vu, en fait, ce qu'on lui reproche dans le film. Et on pourrait partir justement d'un point de vue, encore une fois, Tintin au Wokistan. On pourrait partir d'un point de vue, oh là là, dénonciation complètement... absurde, fausse, oh là là, la grande carrière détruite, une position un peu à la Alain Finkielkraut finalement. Et en fait, ce qui est très marquant, c'est que finalement, si on réfléchit un peu au film, le film que j'aime pas particulièrement d'ailleurs, hein, je le défends un petit peu là, mais je l'aime pas particulièrement. Encore une fois, je le trouve très long et je trouve que la fin est ratée. Par contre,
sur cette question-là, le film est subtil dans le sens où justement, il va pas nous montrer, il va nous faire ressentir, il va nous faire réfléchir, et c'est ça le cinéma. Et il y a un côté d'ailleurs beaucoup moins démonstratif que, par exemple, un film comme Babylone, qui est un très très bon film, est un film très démonstratif, où on va tout te montrer, où tu n'auras pas de réflexion, Ouais, et là, en c'est même plus temps, introspectif. le film là est intéressant dans le sens où il va justement te faire réfléchir sur ce que tu as vu. Voilà. Pour finir, en fait, je pense que j'ai à peu près compris ce que surtout toi, Victor, t'as du mal avec le film en le trouvant trop long. C'est qu'en fait, c'est un film de personnages et du coup, toute l'intrigue est liée là-dessus. En fait, en voulant développer le personnage, on a des séquences qui servent pas à grand-chose et qui rendent le film trop long. Contrairement à toi, Gaston, moi j'aime beaucoup la fin, parce qu'en fait, c'est du gros n'importe quoi et ça a pas de rapport. En fait, on se dit. Moi, je trouve ça pathétique et j'aime bien parce qu'en fait, ça change de ce qu'on voit habituellement. Mais je comprends vos discours. Et en plus, le film est très froid. J'en parlais aussi avec Nicolas qui, lui, a vraiment adoré le film. Et il n'était pas du tout d'accord avec moi. Moi, je trouve le film très froid, notamment dans sa mise en scène. On a souvent des plans fixes qui peuvent être assez larges sur certains décors, comme notamment l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui est juste magnifique comme endroit. Ah, mais il y a des belles scènes, notamment sur cette partie du décor. Du concert. Ouais. Bah, je pense que toi, t'as bien dû aimer la photographie un peu naturaliste à certains moments. Ah ouais, non ? Ah non, franchement, la photographie, moi, elle me laisse complètement différent. Mais ça dépend quand, parce que moi, c'est la photographie surtout dans l'orchestre et dans certaines scènes à l'intérieur, mais par exemple dans la scène ou dans la partie où elle vit pour composer, je suis pas fan. Mais en vrai, après que le film est reposé, je suis assez d'accord avec vous finalement. Ouais, voilà. Bon, écoutez, on va pas être d'accord. Juste un point sur lequel je voulais quand même revenir, parce que même si j'étais très critique, il y a un vrai beau point du film. Ouais. Non, un vrai beau point du film pour le coup, c'est son travail sonore qui est vraiment fou. Ça, pour le coup, il y a notamment un moment où la musique éclate comme ça d'une scène qui te fait bondir sur le siège. Et donc ça, je peux pas l'enlever, surtout que les parties instrumentalisées ont été enregistrées en prise directe. Donc tout le son est enregistré directement. Et c'est assez spectaculaire, surtout qu'on sait la difficulté d'enregistrer un orchestre. Ouais. Donc, Et en plus, il y a tu voulais peut-être le dire, Gaston, ce que le mec avait présenté notre sens, il avait expliqué. Qu'en fait, il y a une première partie du film qui est enregistrée en mono, après en 2 entrées, après en 5 points et finalement en 7.1. Et c'est pour ça qu'on sent justement cette épopée sonore, comme tu disais, et ça fait la force du film. Moi, je vous dis, allez le voir, parce qu'en fait, c'est un film dont on tirerait beaucoup, et c'est un film très riche, c'est un film où il y a de la matière à creuser, notamment, encore une fois, cette évocation de la musique classique. On n'est pas sur le cinéma très souvent. Il y a cette critique que font beaucoup de gens qui sont inspirés par d'autres arts. Ils vont dire, oh là là, le cinéma c'est bien, mais ça creuse pas assez, c'est juste une évocation. Là, c'est un film où vous allez en apprendre. C'est un film qui apprend beaucoup de choses, je trouve. Et c'est un film qui va nous confronter à la difficulté. C'est justement pas un film, on pourrait avoir un film sur la musique classique. Enfin, en France, on aurait fait un truc avec Daniel Auteuil. Ou Daniel Auteuil. C'est le cas en plus. Il y a un film qui s'appelle Maestro avec Daniel Auteuil. Voilà, avec Daniel Auteuil et Yvan Attal. Je ne l'ai pas vu, je ne vais pas le critiquer. Mais enfin, je sens très bien le film où on fait jouer du Beethoven à des jeunes issus de quartiers défavorisés. Bon, il y en a un comme ça, je crois aussi. C'est ça. C'est pas que c'est pas bien, hein. C'est juste qu'effectivement, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur la musique classique en allant voir ça. Là, on vous parle de musiciens que moi je ne connaissais pas personnellement. J'ai pas de culture, culture musicale. Hein. C'est un peu aride. Oui, c'est un peu aride, mais enfin, au bout d'un moment, vous vous confronterez un petit peu à la difficulté, et donc finalement, je vous recommande Tar. Écoutez, Gaston, c'est la voix de la raison. Ouais, bon voilà, c'est clairement, c'est clairement un film que j'ai pas aimé, mais c'est pas un film que je pourrais considérer comme un mauvais film. Hein. Pour le coup, je peux comprendre qu'on l'aime. Hein. Donc, allez vous faire votre propre opinion, et puis donnez-nous vos avis également sur Insta. On va pouvoir débattre parce que là, on n'est pas tous d'accord. Donc, voilà, on va enchaîner sur le deuxième film quand même, qui va être très différent, mais qui va pas forcément faire l'unanimité non plus, qui va être Les Rascals. C'est parti pour Les Rascals. Eh les filles, 15 balles, il va se prendre un râteau. J'avais une bande, ils étaient 100 les gars. Mandal il arrive, boum, il sort son flingue. Et toi, Ahmed, t'as fait quoi? C'est Rico, putain. Rico. One time, put him up for me. Two time, keep him up for me. Il s'appelle pas Loki, lui? On m'appelle plus comme ça depuis un bail. Alors Les Rascals, comment faire le synopsis des Rascals, puisque Gaston ne peut pas le faire
il n'a pas vu le film. On va dire que c'est un film dans les années 80 qui montre l'opposition entre un groupe de jeunes de banlieue et un groupe de skinhead, un groupe d'extrême droite qui va marquer, en tout cas le film va marquer l'opposition entre ces deux groupes en suivant des personnages principaux qui évoluent dans un groupe comme dans l'autre et parfois un peu entre les deux. C'est dur de résumer Les Rascals, mais voilà, ça parle de ce contexte-là dans les années 80 et je vais laisser Bleu commencer à en parler puisque Bleu a bien aimé le film, contrairement à d'autres personnes autour de la table. En effet. C'est vrai que j'ai bien aimé ce film sur certains points. Après, moi, je pense que je suis la plus mitigée de toutes les personnes qui sont ici, c'est-à-dire nous trois, dans le sens où je lui reconnais beaucoup de points positifs et aussi beaucoup de points négatifs. Okay. Dont ce qui m'a marqué en premier lieu, c'était la performance des acteurs que j'ai trouvé vraiment pas incroyable. Il y a pas une performance, il y a pas un acteur ou une actrice qui m'a vraiment transcendé. C'est un des trucs qui m'a gêné. J'ai trouvé que les personnages étaient très mal incarnés. Exactement. C'était un jeu assez clichéique, au-delà d'une caractérisation qui est aussi assez clichéique, je dois dire. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Mathéo en disant que c'était un film qui n'était pas fin. Les caractérisations, J'aime bien parce que Bleu, dans le groupe du podcast, elle nous enfonce le film en nous disant « Allez le voir, c'est incroyable !» Et puis elle commence à parler, elle nous dit « C'est de la merde, ça joue mal, c'est pas fin. » Non, par contre, ça, il faut vraiment que je le dise. C'est un film qui nous remet vraiment la tête sur les épaules. Je suis sortie de ce film, j'étais très énervée. J'avais la rage et en même temps, je pense que c'est important d'avoir des films comme ça qui te font rappeler pourquoi tu te bats, quelles sont tes causes, qui te remettent vraiment dans le droit chemin, dans ce que tu penses, même si c'est quand même assez clichéique et que finalement t'as peu de personnes qui vont être du côté des skinheads. Dieu merci, parce qu'en fait la façon dont ils sont caractérisés est tellement extrême qu'il n'y a pas vraiment de nuance. Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir des personnes qui sont très dangereuses, mais qui sont beaucoup plus nuancées dans leur caractérisation, et que là, l'empathie est juste impossible. Et en même temps, c'est aussi le but du film, je pense, c'est de montrer le combat de ces jeunes-là, notamment des jeunes racisés à l'époque, dans les années 80, contre les skins, quoi. C'est pas du tout d'avoir un avis objectif. Et en même temps, je pense que un des buts, ça a été peut-être de montrer le glissement progressif dans ces milieux-là d'extrême droite par une jeune fille blanche qui était à la base pas vraiment politisée. Mais pareil, je trouve pas ça fin, la manière dont c'est fait, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas un film objectif. Après, c'est un film politique et je peux pas vraiment reprocher un film politique qui soit pas objectif et qui donne un avis précis et pas très nuancé, tu vois, du propos. Surtout que c'est un film, clairement, qui revendique les idées de gauche et qui est totalement à l'encontre de ce qui s'est passé dans ces années 80. Donc, bien sûr, c'est pas fin, mais pour le coup, c'est un film qui ne me hypait pas plus que ça. J'ai pas très envie de le voir initialement, et puis en fait j'ai été surpris et je pensais moins l'aimer que toi, et finalement je crois que je l'aime un peu plus. Alors j'ai quand même été très dubitatif, y a pas de souci, parce que le premier tiers du film, j'arrive pas à rentrer dedans. Je me dis effectivement le jeu c'est pas incroyable, l'histoire bon ça va m'amener où. Alors j'ai du mal à voir un peu tout ça, et puis à un moment donné ça commence à s'emballer, il y a des scènes de violence qui sont très forte, je trouve, donc je ne décrirai pas les détails ici pour vous laisser un peu de la surprise si vous n'avez pas encore vu Les Rascals. Donc oui, c'est un film qui m'a mis une belle claque. En tout cas, je suis sorti du film et je me suis dit waouh. Est-ce que t'étais aussi énervé que moi? Alors, je sais pas si dois dire énervé contre les skinheads. On est bien d'accord. Bien sûr, mais j'étais pas forcément énervé, j'étais plutôt transcendé en me disant waouh, j'ai viens de voir un truc très marquant qui me laisse une impression forte, et je me dis il faut que un grand nombre aille voir le film quand même, parce que même si on n'est pas tous d'accord, Mathéo va nous faire part de son point de vue et que le film n'est pas forcément incroyable selon lui, on peut ne pas être d'accord, c'est pas un excellent film, mais c'est un très bon film, je trouve. Par contre, oui, le propos et ce qui est montré dans le film, c'est assez marquant et choquant, d'autant plus qu'on sait que c'est quand même basé sur des faits réels qui sont... C'est des problématiques quand même actuelles. Des problématiques actuelles, mais des faits réels qui ont lieu dans les années 80, je crois que c'est en 84 précisément, où il y a eu une chasse aux skinheads qui a eu lieu, et le film le montre très bien, même si c'est sur la fin, parce qu'on est plutôt sur la période de partie... Il y a eu une domination des skinheads en France qui a été ensuite contrée un petit peu. Fin des années 80, début des années 90. Exactement. Non, bien sûr, et après il n'y a pas de souci. Je veux dire, le film évoque moins la chasse aux skinheads que la violence des skinheads contre les jeunes de banlieue et les jeunes racisés. Clairement, ça il l'évoque juste sur la fin du film. Mais je veux dire, ça se base aussi sur des faits réels et sur ce qui se passe avant cette chasse-là. En tout cas, le film m'a vraiment mis à terre sur pas mal de scènes.
notamment des scènes de grande violence entre plusieurs personnages de banlieue qui se font et agresser et parfois qui agressent également. Enfin, la violence est mutuelle dans le film, donc le propos n'est pas forcément objectif, clairement, mais la violence est mutuelle. Et non, c'est un beau film, c'est un beau film français et ça fait partie de mes coups de cœur de 2023 pour l'instant. Clairement, voilà, j'ai on vraiment peut te le pardonner parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de films. Donc non mais voilà, j'ai pas vu beaucoup de films, hein, clairement, c'est peut-être le Babylone, 5e film que je vois. Voilà, en vrai, j'exagère, hein. C'est mon coup de cœur sur 5 films. Hein, non, mais c'est vraiment pas mal. Je trouve que voilà, ça sera probablement pas dans mon top de l'année, hein, clairement, mais c'est un beau film et je le recommande et voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Ah si ce n'est, oui pardon, juste la musique, le son, la musique, je trouve que c'est super bien. Delgrès, je sais pas comment on dit, qui est un groupe que je connaissais un petit peu avant, qui fait la musique du film que je trouve vraiment bien. Et un très bon ingé son, très bon design sonore, avec notamment des bruits qui sont absolument incroyables, juste de raclement d'une chaise en cuir, des moments purement jouissifs d'un point de vue sonore. Peut-être que je suis un peu le seul là-dedans, mais vraiment j'ai trouvé le film très très bien mis en scène sur le plan sonore. Voilà, c'est un des points que je voulais aborder. Après, je vais laisser Mathéo faire ses reproches, et je suis pas vraiment en désaccord avec ce qu'il va dire, je pense. Donc, mais voilà, j'ai quand même bien aimé le film. Gaston, tu voulais dire un mot? Je vais juste faire une petite remarque. Moi, j'ai pas vu le film, donc je sais pas, mais de ce que j'entends de vous, le film n'est pas très subtil. Et pour moi, un film qui dénonce quelque chose en ayant besoin de l'affirmer, c'est un film raté. Un film qui va dire textuellement le racisme, c'est pas bien, c'est un film raté. Il y a des films, il y a notamment, là je vais penser à 2 films, il y a un film américain et un film français. Il y a Dupont-la-Joie, donc qui est d'Yves Boisset, qui est sorti dans les années 70, sur le racisme ordinaire et sur ce que peut faire en fait le racisme, avec notamment des choses sur l'effet de masse, et pas sur des skinheads, sur des Français moyens, qui est excellent, qui est glaçant, et qui à aucun moment ne dit le racisme, c'est pas bien, il ne le dit pas dans le film, il le montre. Hein, c'est ça le cinéma, ce n'est pas dire, c'est montrer. Et l'autre film, c'est American History X, évidemment, dont on a déjà parlé dans l'émission, qui ne va pas effectivement dire textuellement c'est pas bien, mais qui va montrer par la puissance en fait de ses images et de son esthétique la manière dont on peut être endoctriné dans ces mouvements-là et la manière dont ces mouvements-là peuvent être source de profonde violence et de profonds dégâts. Donc en fait, le truc, c'est que c'est très bien d'avoir des films militants qui disent oui, c'est bien de faire le racisme, c'est pas bien, voilà. Le problème, c'est que c'est des films assez faibles en fait, puisque s'ils le montrent pas et qu'ils le disent, c'est que ils ont pas réussi à le montrer. Voilà. On a teasé un peu les critiques que j'allais faire sur le fait que je trouve le film très peu fin, etc. Mais je vais commencer par lui donner un point positif que je tire de ce que vous avez dit. Ça peut potentiellement être un film un peu nécessaire, dans le sens où, dans la période, dans son traitement des années 80, parler des skins, montrer de ce que ça a été, les violences entre groupes sociaux à l'époque, avec des skinheads qui étaient très puissants. Ça peut être un film nécessaire dans notre période, qui peut être intéressant pour pas mal de personnes à regarder. Mais maintenant, on est au cinéma. Et je trouve que travailler sur un film qui veut montrer justement ces tensions, qui veut montrer en fait, il les montre sans aucune complexité. Donc je trouve que ça perd de sa valeur en termes de film. Enfin, les personnages sont plutôt clichés et ils font plutôt ce qu'on attend d'eux du début du film. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est que très rapidement, on voit un peu les caractérisations des personnages. Et en fait, les personnages ne vont jamais dévier de cette route. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'en construction des personnages, on en perd beaucoup. On suit un personnage qui est le gentil et qui restera le gentil. On suit d'autres personnages qui sont... il y a une tentative avec justement cette jeune femme, je me souviens plus le nom du personnage. Ouais, enfin le personnage qui est un peu entre les deux groupes, on va dire, qui aussi un peu. Ouais, on va dire que elle pourrait être intéressante, mais je trouve que c'est trop peu exploité dans le film. Ouais, je trouve qu'il y a un manque de caractérisation des personnages et de nuances, quoi. Il y a un gros manque de nuances. C'est-à-dire que la caractérisation des personnages est immobile tout le long du film. Après, on est d'accord que c'est pas un film parfait, il y a pas de souci. Oui. C'est loin d'être un film parfait. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes, notamment parce qu'en fait, je me suis dit tout le long du film, mais ce film fait en beaucoup moins bien ce que d'autres films font magistralement bien. Gaston vient de parler d'American History X, mais on peut aussi parler de This is England, qui est lui absolument magnifique sur son traitement des skinheads dans la même période.
dans les années 80, cette fois en Grande-Bretagne. Et même, je trouve que dès le début, il y a une problématique avec les personnages qu'on suit. Le groupe des Rascals. Excusez-moi, mais moi, à part le personnage qui est justement le gentil, que je trouve pas très intéressant, justement parce qu'il est gentil, en dehors, j'ai pas trop envie de les suivre parce qu'ils sont pas appréciables eux non plus. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, alors le personnage de Frédéric, du coup, la jeune fille. Ouais, ça, c'est son nom. Voilà, c'est ça. C'est Angelina Juarez. Wow. je vais recommencer. Oh, c'était bien. Hein. Angelina Juarez. Ok. Juarez. Bon, on sait pas comment elle s'appelle, mais. Voilà. Très bien. Et c'est vrai que, justement, ce manque de nuance-là, je trouve qu'il pêche dans le sens où son dérapage dans la violence, il est tellement extrême et tellement rapide et tellement peu légitimé dans le sens où il y a juste un épisode qu'il a fait glisser dedans. Ah ouais, en mais fait, un c'est épisode tellement... marquant. Hein. Oui, mais c'est tellement rapide que c'est pas crédible. C'est trop extrême et elle s'habitue beaucoup trop vite à une violence qui est terrible. Je suis pas sûr. Et en fait, je trouve que le personnage est trop peu caractérisé avant cet événement. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on la connaît pas avant, on passe d'un personnage que l'on ne connaît pas à un personnage qui bascule dans la violence. Et donc pour je sais pas, pour moi en tant que spectateur, je vois juste un personnage violent et du coup qui perd tout son potentiel de nuance. Ouais, je vois. Mais indépendamment des critiques scénaristiques et de caractérisation des personnages, vous trouvez pas quand même que les scènes de violence sont très bien mises en scène et qu'il y a une grande tension qui se crée parce que moi je sors du film, j'étais bouleversé quoi. Et j'entendais les gens qui parlaient dans la salle à la sortie, ils étaient en mode putain, waouh, ça m'a pris quand même. Ça me laisse une impression forte, c'est ce qu'ils disaient exactement, je crois. Très bien mise en scène, oui, et un petit peu aussi nécessaire. Mais je trouve que c'est le traitement qui rend cette nécessité moindre. Bien sûr, mais les scènes violentes, tu trouves pas... Par exemple, la violence policière et la connivence entre ces groupes néo-nazis et la police, à cette époque-là, elle est très récurrente et c'est nécessaire de le montrer et c'est hyper important. Et c'est rare. Encore une fois, c'est rare en vrai, Bleu. C'est ça. Et encore une fois, c'est nécessaire, mais c'est tellement trop parce que le film, je pense qu'il dure pas assez longtemps pour pouvoir explorer tous les débuts de. Parce que je trouve que le tempo est parfait pour laisser une claque un peu dans la tête. Et moi, je trouve que la violence policière, elle aurait pu être évoquée bien plus. Ouais, mais c'est pas un film sur la violence policière. Mais c'est un film sur les violences envers les personnes racisées et les jeunes de banlieue par les skins. Mais c'est des violences sociétales. Je veux dire, à plein de moments du film, on aborde le FN qui commence à prendre du pouvoir dans ces années-là, tu vois. Les violences policières, elles sont quand même évoquées et elles sont très marquantes dans le sens où, je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a un épisode de violence policière qui est quand même assez hardcore et qui arrive à un climax du film et qui est essentiel à montrer. Et qui marche très bien pour le coup. Parce que pour le coup, moi j'en avais parlé avec la personne avec qui je suis allée le voir, en le mettant en parallèle avec Athéna. Dans Athéna, on a tendance à bien différencier les groupes d'extrême droite et la police sans jamais montrer la connivence qu'il peut y avoir entre les deux, alors qu'elle est réelle et elle existe. Alors certes, elle était beaucoup plus importante dans les années 80, mais t'as un peu là un manichéisme en fait. Et la violence policière, je trouve qu'elle aurait pu être montrée à plusieurs moments, mobilisée comme un fusil de Tchekhov tout au long du film. Et là, en fait, on la voit qu'une seule fois. Et je trouve ça assez dommage parce que c'est trop. Et du coup, c'est pas assez crédible. Comme il y a une scène de violence très extrême qui arrivait juste avant et que là, on a à nouveau une scène de violence très extrême avec la police, du coup, ça nous désensibilise un petit peu. Et je trouve que ça marche pas vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à une scène de violence qui suit une autre scène de violence. En fait, je trouve que c'est très intéressant. Les scènes de violence sont vraiment percutantes, je suis d'accord. Mais je les trouve, je dirais pas vaines, mais c'est un peu une répétition de la violence pour la violence. Ça peut être bien de la montrer pour justement la montrer, dire que regardez, ça peut être réel, il peut y avoir une violence terrible comme ça. Mais on est dans une histoire. Et je trouve qu'il y a certaines scènes de violence qui... ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui construise, qu'il y ait quelque chose autour. Que même... Faites un film manichéen. Typiquement, Athéna est un film manichéen sur plein de points. Mais je trouve que le manichéisme, ici, n'est pas utilisé pour le film. C'est-à-dire que ce manichéisme, il ne sert pas l'évolution des personnages. Les personnages évoluent très peu, en fait, tout le long du film. Et donc, je trouve qu'en fait, le film, et même pour en venir... donc, le manichéisme ne sert pas la narration. Et au-delà du problème de la narration, je trouve que même, pour parler un peu de la photo, etc., je trouve qu'elle est pas... la photo est belle, je trouve. Oui, mais elle est pas exceptionnelle. Enfin, elle m'a pas du tout marqué. Et je trouve que même en termes de,
en termes de proposition d'image, j'ai trouvé que il y avait un peu de côté très naturaliste, mais même pas assez assumé. Je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne, ça Oui, restitue un peu l'époque. mais c'est ça fonctionne. Ça garde le thème du jaune qui est un peu un thème récurrent du film, thème un peu jaune-gris. Ouais, Tu vois, c'est un énième film avec une esthétique qui rappelle un peu les années 80. Peut-être. Et moi je trouve que c'est un peu là, c'est sûr que là c'est utilisé pour replacer dans une époque d'une manière critique, parce qu'on critique l'époque des années 80 et des skins, mais en fait ces derniers temps c'est quand même énormément de films qui parlent des années 80 avec à peu près les mêmes utilisations d'images. Et pour conclure sur ce que je dis, allez le voir parce que il est potentiellement nécessaire, mais par contre d'autres films le font largement mieux sur le même thème. Voilà. Bleu pour finir. Je trouve que quand même, malgré tous les points négatifs qu'on peut lui donner, il apporte aussi une certaine nouveauté dans des revendications et des faits politiques et sociaux qui ont pu exister, qui existent toujours. Je fais notamment référence à la scène dans la voiture, à la fin, où le seul personnage qui sort de la voiture et qui refuse de se venger, plus ou moins, c'est un personnage blanc. Et il y a aussi une conscience ethnique et sociale, dans le sens où... comme c'est un blanc, il n'a pas non plus nécessairement la conscience de classe qui peut être attribuée à des minorités racisées. Et c'est hyper intéressant aussi de le montrer, que l'empathie et la défense de ses amis va jusqu'à un certain point, et qu'au bout d'un moment, il y a aussi des intérêts de classe et des intérêts personnels qui priment, et que lui, il est en incapacité totale de comprendre cette violence-là parce qu'il n'est pas racisé et que c'est pas lui qu'on va aller assassiner. Même la scène de fin où on voit encore les violences systémiques et racistes de la société française, avec un personnage qui va en prison et qui devrait absolument pas aller en prison parce qu'il est racisé. C'est quand même super important de montrer ça, et représentativement parlant, je trouve que même si c'est exercé par des biais un petit peu clichés, que c'est quand même un film qui est très important et qui montre des faits qui est important de rappeler, quoi. Bon voilà, même si on a des reproches sur le film, on vous conseille quand même, je pense, de le voir et de vous faire votre avis dessus, parce que c'est un film qui porte des valeurs importantes et qui est assez original dans le paysage français quand même actuel. Puis voilà, c'est un film 2023 qui est intéressant, donc allez voir Les Rascals et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. Et on va enchaîner de suite avec le dernier film du jour, dernier film de cet épisode de la semaine, qui est un film franco-italien, Gaston, c'est ça ? C'est ça, ouais. Voilà, donc qui est un film franco-italien, L'Envol. C'est parti pour L'Envol. Bonsoir, je suis Raphaël, l'homme de Marie. C'est votre fille. Elle s'appelle Juliette. Je peux pas vous payer, mais je peux vous loger. Il y a tout le temps des choses à faire ici. C'est vous l'homme de la pauvre Marie ? Elle était brave, Marie. Donc je vais vous faire le synopsis de L'Envol, donc dernier film d'aujourd'hui, donc de l'émission d'aujourd'hui. Film magnifique, poétique, qui raconte l'arrivée dans un village du nord de la France, un village picard, de Raphaël, donc un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui a perdu sa femme pendant le conflit alors qu'il était au front. Il va élever sa fille pendant 20 ans, on va suivre l'éducation de sa fille pendant 20 ans, alors qu'il s'est installé dans ce village où lui et sa fille ont un peu un statut de réprouvé. Et on va suivre effectivement cette belle fable, cette belle histoire, cette belle narration sur ce village picard dans l'entre-deux-guerres, sur la manière de vivre dans cette ferme. Enfin voilà, quoi. Est-ce que tu veux commencer à donner ton avis, Gaston, sur le film, vu que t'as bien aimé L'Envol, il me semble. Donc dis-nous tout. J'aime beaucoup le film L'Envol, effectivement, donc de Pietro Marcello. Donc c'était le premier film que je voyais. C'est un film qui est d'une audace rare dans ce cinéma français. C'est un film qui, par exemple, a des moments de comédie musicale, carrément. Il y a des chansons dans le film, ce qui est assez rare pour le signaler dans le cinéma français. Surtout sur un film qui n'a pas du tout une vocation comique. C'est un drame. Et c'est un drame qui va vraiment mettre, un drame ou une romance, un peu les deux, qui va vraiment mettre en valeur notamment ses acteurs, avec, donc, pour moi, la révélation du film, Raphaël Thierry, donc, qui joue le personnage qui s'appelle Raphaël, justement, donc cet ancien combattant, un acteur extraordinaire, d'une justesse et d'une puissance tout le long du film, qui va vraiment vous émouvoir. Le reste du casting n'est pas en reste, avec Juliette Jouan, donc, qui interprète Juliette, et
Les actrices également, la petite fille et l'adolescente qui l'interprètent sont également de très très bonnes actrices. On a souvent des problèmes avec les enfants acteurs parce qu'ils n'ont pas forcément un jeu mature. Là, elles ont un jeu très juste dans ce qu'elles font. Et le film, encore une fois, est assez beau. Il y a une très très belle photographie, je trouve. C'est adapté donc d'une nouvelle russe, donc adapté au contexte français. Donc Les Voiles écarlates de Alexander Green. Je crois que c'est pas une adaptation directe, je crois que c'est une inspiration, il me semble, de l'œuvre. C'est bien possible, mais en tout cas, on sent vraiment cette influence de la nouvelle originale que je n'ai pas lue, qui a été... Et en fait, il y a ce côté extrêmement intéressant, puisque dans l'original, Les Voiles écarlates, sans spoiler du tout, un personnage majeur arrivé en bateau, un bateau avec des voiles écarlates, c'est un signe qui revient régulièrement dans le film. Et là, dans ce film qui raconte aussi le progrès, qui raconte aussi la modernité, au départ, on est dans un village qui est quasiment figé dans le 19e siècle. Et au final, on va voir arriver le train, on va voir arriver l'avion, on va voir le village entrer dans cette modernité. Et cette modernité et l'amour également de Juliette vont être incarnés par notamment un avion aux voiles écarlates. Et c'est un film que moi je vous conseille beaucoup parce que c'est un film extrêmement émouvant, c'est un film extrêmement beau, c'est un film qui a des plans extrêmement symboliques et extrêmement magnifiques, je vais arrêter de dire extrêmement magnifiques. C'est un film qui vous redonnera foi dans le cinéma français et qui vous redonnera foi dans une certaine posture d'auteur, parce que c'est un très très bon film d'auteur, c'est un très très bon film à hauteur d'homme, à hauteur d'acteur, à hauteur d'époque, et moi je peux que vous conseiller L'Envol de Pietro Marcello. Attends, ton avis sur L'Envol ? Pour éviter de redire tout ce que dit Gaston, parce que je suis grosso modo vraiment d'accord avec lui, je trouve que L'Envol, c'est exactement l'inverse de Babylone, mais ils en tirent les mêmes qualités, c'est-à-dire d'être un très très grand film, et que je remercie d'exister, parce qu'en fait L'Envol, c'est tout le contraire, c'est un film qui est pas du tout ambitieux, qui sait qu'il s'adresse à un public extrêmement restreint, et qui a pas du tout de souci de tenter des choses qui sont extrêmement audacieuses et risquées, notamment de suivre une intrigue sur un laps de temps très long, mais où en fait on n'a aucune transition entre les différentes périodes qu'on suit, et du coup c'est amené avec un certain rythme qui est hyper particulier, parce que c'est à la fois fluide et à la fois très cassé, mais c'est un peu comme ça qu'on suit la vie de quelqu'un. Et justement je trouve qu'en fait c'est un film qui a des défauts que j'ai vus pendant le visionnage, mais en fait je me suis complètement dit, comme pour Babylone, mais j'en ai rien à branler, parce qu'en fait c'est une tentative qu'il faut saluer, tentative d'écriture, et surtout, et c'était là où je voulais en venir, tentative de photographie qui est juste fabuleuse, parce que c'est revenu à la mode depuis quelques années maintenant, je pense, de beaucoup de tourner à la pellicule quand il n'y en a pas forcément besoin, ou tout le temps placer nos histoires dans les années 80, 70, 60, 90, mais pour pas spécialement de raison. Je pense notamment à l'Immensita dont on n'a pas parlé, et c'est bien, parce que le film était pas très bon, qui place son intrigue dans les années 70, on comprend pas pourquoi. Alors que là, j'ai rarement vu une pellicule, un usage de la pellicule et de l'argentique qui rappelle autant l'époque dans laquelle le film se passe. En fait, on a l'impression de voir un film d'époque, mais non, et du coup ça donne un côté poétique, comme disait Gaston, que j'adore dans le film. Et du coup, je sais pas du tout si tu serais d'accord avec nous, Victor, parce qu'on n'a pas du tout parlé du film en off. Ouais, j'ai été un peu moins enthousiaste que vous en voyant le film en soi, mais pour le coup, je reconnais vraiment des qualités, et c'est un film qui m'a marqué quand même visuellement. Tu parlais, Gaston, et toi aussi Nathan, vous parlez tous les deux en fait des qualités plastiques du film. Mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi. Pour citer une critique, un compte Instagram, La Machine Infernale, qui est tenue par Capucine, qui a fait une revue sur le film, qui expliquait que, excuse-moi, le nom du réalisateur, Gaston, c'est Pietro Marcello, voilà, qui est un peintre en fait, et du coup il y a ce côté peinture qu'on retrouve vraiment dans la composition des plans, avec ces éléments écarlates tout le long du film. Donc voilà, c'est ce qu'elle disait, et c'est vrai que d'un point de vue plastique, en tant que aspirant directeur de la photographie, c'est un film qui est très beau, et qui est pas juste esthétique, c'est qu'il y a une esthétique qui sert réellement la poésie du film, et ce côté un peu également presque comédie musicale avec des moments chantés. C'est un film tout doux, c'est un film bonbon, c'est un film assez sympa, assez sucré, même si c'est un drame, c'est pas facile.
Donc, mais c'est un beau film. Après, voilà, moi j'ai pas très bien compris, j'étais un peu perdu. Le film m'a un peu perdu parce qu'il y a cette espèce de construction étrange où on suit un protagoniste sur une première demi-heure du film. Puis on le perd. On le suit moins, on suit après la fille. Donc c'est assez étrange. C'est pas un film forcément facile d'accès. Non. C'est un peu d'ailleurs un film assez mystérieux, caché dans sa forêt, un peu et qui a des moments du nord de. Pardon. Mais qui a des moments de grâce. Ouais, qui a des moments de grâce complètement. Complètement, il y a des très beaux moments de grâce et effectivement. Alors par contre, c'est vrai que le film, moi, me le vendait avec une affiche avec Louis Garrel qui arrive en fait aux 3/4 du film quasiment. Ouais, et qu'on voit 15 minutes. Qu'on voit très peu, mais qui est très bon. En 15 minutes, il s'est prouvé qu'il a du talent. Et ce qui fait plaisir, t'en parlais Gaston tout à l'heure du jeu d'acteur, ce qui fait plaisir, c'est que pour une fois dans un film français, franco-français, quasiment, même si c'est produit à moitié par l'Italie, c'est que des acteurs français. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on a des acteurs qui changent, des têtes qu'on ne connaît pas et qui sont très bons. Et voilà, on reprochait un peu au Rascal un jeu un peu bancal. Là, pour le coup, le jeu est vraiment bon et ça fait plaisir. Le personnage de Raphaël est très bon. Il y a ce côté un peu des grosses mains brutes aussi de l'artisan qui sont filmés. Je sais pas où ils ont trouvé cet acteur, mais il est génial. Donc, non, vraiment beaucoup de qualité au film. Et c'est une belle découverte, c'est un beau bijou de cinéma qui est assez atypique. Ouais, ça fait plaisir dans le paysage français et dans le paysage cinématographique en général d'avoir des films qui se démarquent un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et c'est un beau film d'époque aussi. Voilà, c'est un beau film qui retranscrit bien l'époque et aussi le lieu dans lequel ça se déroule. J'étais au début un peu réticent quand j'ai vu le film, et puis avec le recul, je l'ai vu hier, je crois. Donc ça fait pas tant de recul, pas tant de recul que ça, mais avec une nuit de sommeil derrière, le film a un peu grandi quand même. Et non, c'est un beau film très poétique, et ça, la poésie pour le coup, c'est quelque chose que je vais vraiment. Le cinéma du rêve, le cinéma de la poésie. Voilà, ça Victor, Nathan rigole parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment en train de dire. J'adore le cinéma du rêve. J'aime le cinéma du rêve. C'était mon. Pendant quelques années, c'était vraiment mon truc en mode j'aime le cinéma du rêve, j'aime La Lande, j'aime les films un peu poétiques. Non, voilà, c'est un. Là, c'est vrai qu'on rentre dedans. Là, on est dedans, mais voilà, c'est un beau film, évidemment. Donc, on vous conseille de voir le film et puis on va conclure l'émission. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, Mathéo, de cette sélection des films, même si t'en as vu qu'un seul, cette partie d'émission? Bah écoute, est-ce que ça t'a donné envie de voir les films que t'as pas vus aussi? Peut-être un peu pour l'envol, même si, je sais pas, j'ai un peu quelques doutes, mais bon, je pense que j'irai le voir dans les prochaines semaines. Et pour le coup, tard, j'ai envie d'aller le voir. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie d'aller le voir. En fait, Tar, le problème, c'est que je crois qu'avec Gaston, on l'a vu 2 jours avant d'aller voir Babylone. Et en fait, Babylone, ça a tellement tout raflé sur son passage que je crois que j'avais vraiment beaucoup aimé Tar à sa sortie. Mais maintenant, je m'en rappelle plus. Du coup, je pense que j'irai le revoir parce que je suis assez déçu d'avoir oublié. Moi, j'avais pas aimé Tar et je suis content parce que j'ai vraiment pas aimé Tar quand je vois Babylone derrière. Je me dis, je sais pas, j'ai vu l'envol la veille de Babylone et pour le coup, ça diminue pas du tout mon amour pour le film. Hein. Ok, j'ai peut-être juste pas trop aimé Tar en fait. Ouais. Bleu, cette émission? C'était une sélection très diversifiée, ma foi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas une comme ça pour des films à l'affiche. C'est vrai que c'était très varié. Très, très varié. Et c'est le problème aussi. C'est comme quand on avait fait l'émission sur Avatar, c'est qu'avec un film comme Babylone ou comme Avatar, le reste du corpus passe un petit peu en second plan. Quoi. Au final, on a fait une deuxième émission, donc je pense qu'on va quand même mettre en avant ces films-là qui sont tous intéressants à découvrir, même si on n'a pas tous apprécié autant les films. Chacun, voilà. Gaston, un mot de la fin? Moi, je pense qu'on peut dire que le début de la semaine, c'était vraiment tard l'époque, puis après, on s'est envolé vers Babylone avec de sacrés rascals. Et donc, voilà, c'est une belle semaine de cinéma. Merci, Gaston. Bon. Allez, on va conclure. Victor au bord du malaise. Voilà, je sais pas quoi penser de cette intervention, elle est intéressante, Gaston. Les rascals, c'est les lascars en verlan. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce qu'ils parlent tous en verlan, on est dans les années 80. Ouais, c'est vrai. Ok. Voilà. La révélation de Victor qui n'avait pas compris. C'est ça. Exactement. Comme Nekfeu 40 ans après, quand il dit ouais, non. Ouais, et tout, grave. Mais c'est insupportable quand J'allais il parle. dire la même chose. Bon, du coup, écoutez, voilà, on vous conseille tous ces films de la sélection. On vous encourage à nous suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas, puis à nous donner vos avis par message. On se régale de discuter avec vous à chaque fois. C'est super cool de parler dans les DM avec vous. Et puis voilà, suivez-nous sur Spotify, suivez-nous sur Apple Podcast. On le répète toujours, mais ça fait plaisir. Une petite note, c'est sympa pour le référencement et ça nous soutient. Et voilà, sinon, surtout, vous le savez, n'oubliez pas de regarder des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.